qu'on appelait parfois la paix des familles, dans un souci de sécurité du lien de filiation de l'enfant, a voulu rendre la contestation de filiation difficile. Une fois que la filiation était établie, faire tomber la branche de filiation était difficile. Elle était difficile par différentes techniques. D'abord, les actions de contestation sont des actions réservées, donc il n'y a que très peu de titulaires qui peuvent les introduire. Exemple, il a fallu attendre 2006, donc la dernière réforme, il a fallu attendre 2006 pour que le père biologique puisse contester la présomption de paternité du mari. C'était interdit avant au nom de la paix des familles. Deuxième façon de restreindre les contestations, ce sont les délais des actions, qui sont des délais très courts, et les délais préfixes, donc non susceptibles d'allongement. Et le troisième moyen d'empêcher une filiation d'être détruite, c'est le rôle que joue la possession d'État. La possession d'État, c'est le comportement de parenté, c'est l'engagement parental indépendamment de tout lien génétique. Lorsque ce comportement de parenté existe, la loi dit on ne conteste pas la filiation, même si elle est mensongère. Alors, je voulais vous donner ce schéma parce qu'il préfigure ce qui va se passer au niveau de la procréation médicalement assistée, puisque nous avons depuis toujours, dans notre droit de la filiation, une volonté de la part du législateur de considérer que s'il y a un conflit entre le fondement génétique, biologique de la filiation et le fondement socio-affectif, dans l'intérêt de l'enfant, il faut privilégier le fondement socio-affectif qui correspond tout simplement à son but. Et cette idée-là, on va la retrouver dans la procréation médicalement assistée, puisque dans cette procréation, le fondement de la filiation va être le projet parental, à l'exclusion de toute vérité génétique que l'on va cacher, que l'on va interdire d'apparaître. Alors, pour être tout à fait complète, une parenthèse, tout ça est en train d'un petit peu changer actuellement en Belgique, parce que nous avons notre Cour constitutionnelle qui a rendu plusieurs arrêts par lesquels elle conteste le rôle préfixe des délais d'action en contestation, et par lequel elle conteste le rôle trop absolu que joue la possession d'État. Donc la Cour constitutionnelle ne critique pas les délais, ne critique pas l'existence, la fonction de la possession d'État, mais elle dit c'est trop général, c'est trop absolu, il faudrait que le juge puisse avoir un pouvoir d'appréciation en fonction des intérêts des parties concernées, en fonction de l'intérêt de l'enfant, pour apprécier si dans tel ou tel cas d'espèce, il faut ou il ne faut pas appliquer strictement les délais ou appliquer la possession d'État. Alors, ce sont des arrêts dont la particularité est d'être rendus sur question préjudicielle, c'est-à-dire des arrêts qui s'imposent aux tribunaux qui ont posé la question préjudicielle. Ce ne sont pas des arrêts qui modifient le Code civil. Notre Code civil est toujours ce qu'il était, avec ce rôle fondamental de la possession d'État, mais c'est une institution qui est un petit peu mise à mal par les arrêts de la Cour constitutionnelle, en manière telle que l'on envisage aujourd'hui en droit belge, lorsque nous aurons un gouvernement, lorsque le Parlement travaillera. Or, il n'est pas impossible qu'il y ait une troisième grande réforme du droit de la filiation. Alors, pour ce qui est de la procréation médicalement assistée avec tiers donneur, c'est la seule qui peut poser des questions, donc tout ce qui est ici insémination artificielle, fécondation in vitro, nous avons une loi, qui est une loi de juillet 2007, qui va techniquement transposer à la filiation issue d'une procréation médicalement assistée, on va transposer les techniques qui sont celles de la procréation naturelle, c'est-à-dire non assistée, mais avec une énorme différence, puisque dans la PMA, la loi va par avance et de façon totalement délibérée organiser une filiation dont on sait qu'elle est mensongère génétiquement. Puisque ce que dit la loi, c'est que la filiation de l'enfant ne pourra jamais être établie que à l'égard des auteurs du projet parental, qu'il ne pourra jamais y avoir de lien de filiation entre l'enfant et les donneurs génétiques. Et cette interdiction de tout lien de filiation, donc c'est
cette différence que l'on fait entre l'engendrement et la filiation est encore renforcée dans notre droit par une règle d'anonymat du don. C'est une règle qui est absolue pour les dons d'embryons, et c'est une règle qui connaît une exception pour les dons de gamètes lorsqu'il y a accord entre donneur et receveur, sachant toutefois que même s'il y a accord entre donneur et receveur, les centres de fécondation ont une obligation absolue au secret professionnel, et que l'enfant issu d'un don, même si les auteurs connaissent ou on a un accord avec le donneur, cet enfant n'aura jamais accès à la connaissance de ses origines, puisqu'il y a un anonymat et un secret absolu à l'égard des enfants. Alors, je sais que c'est contesté, c'est remis en cause dans certains pays, ça ne l'est pas pour l'instant chez nous. On a voulu avoir une procréation, une filiation issue de la procréation médicalement assistée, qui soit une imitation parfaite de la procréation naturelle, ce qui est possible évidemment, puisque la femme auteur du projet parental est celle qui accouche, et que même si elle n'est pas la mère génétique, c'est elle qui accouche, et l'accouchement dans notre droit est le fondement de la filiation maternelle. Donc on a une imitation parfaite de la procréation naturelle avec un anonymat absolu à l'égard des donneurs. Donc pas de filiation possible à l'égard des donneurs, mais même pas non plus de connaissance, ni du recours à une procréation médicalement assistée, et a fortiori de l'identité du donneur. Et toute cette filiation, basée donc sur le projet parental, s'organise sur une base qui est une base conventionnelle. C'est un contrat qui est conclu entre les centres de fécondation et les auteurs du projet parental. Ce qui est quand même très très nouveau dans le droit de la filiation, puisque le droit de la filiation est un droit que l'on a très longtemps dit, totalement indisponible, entièrement réglementé par des lois qui plus est des lois d'ordre public, et donc totalement inaccessible à la moindre volonté de la part des personnes. Aujourd'hui, c'est terminé, puisque toute la filiation issue d'une procréation médicalement assistée s'organise sur base d'un accord de volonté des auteurs du projet parental. Et dans le mariage, ça c'est une discrimination qui subsiste. Cette procréation médicalement assistée est assurée d'une stabilité absolue, puisqu'il y a une interdiction de contestation de la présomption de paternité à partir du moment où l'homme ou le mari a marqué son accord sur la procréation assistée. Alors on a coutume de dire que notre loi de la procréation médicalement assistée est une loi très, ça dépend des appréciations, mais très libérale, très progressiste. L'accès à la procréation médicalement assistée chez nous est ouverte sans aucune condition liée à l'état civil des demandeurs. Donc ça peut être une femme seule, célibataire, hétérosexuelle ou homosexuelle, ça peut être un couple, et peu importe que ce couple soit homosexuel, hétérosexuel, marié, concubin ou en cohabitation légale. Il y a une seule condition, c'est une condition d'âge. La femme donneuse d'ovocytes doit avoir 45 ans maximum, la femme demanderesse de projet parental doit avoir 45 ans maximum, et 47 ans maximum au moment de la plantation effective, avec une exception possible pour les prélèvements sur les mineurs qui ont des pathologies qui justifient qu'il y ait une cryoconservation de matériel génétique avant les traitements de leur pathologie. Donc, une loi dont les conditions d'accès sont extrêmement larges, ce qui ne signifie pas qu'il faille critiquer la loi en disant mais en Belgique tout est permis, ça n'est plus le droit de l'enfant, c'est le droit à l'enfant, il n'y a plus aucune limitation. Ça n'est pas vrai, parce que la matière de la procréation médicalement assistée est de la compétence des centres de fécondation, qui peuvent refuser de faire droit à un dossier, et dans la pratique ils le font. Bien sûr, si les conditions légales ne sont pas remplies, ou si les conditions médicales ne s'y prêtent pas, mais peuvent également refuser l'accès
à la procréation médicalement assistée lorsque leur comité d'éthique estime devoir invoquer la clause de conscience. Les conditions légales sont remplies, mais le centre de fécondation considère que le projet parental n'est pas un projet parental acceptable au regard de l'intérêt de l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous avons des centres de fécondation, dans ceux qui dépendent de mon université, qui est une université laïque, qui accepte tous les couples, homosexuels, hétérosexuels, mariés ou pas mariés. Il y a d'autres universités qui ont d'autres fondements philosophiques ou religieux, qui n'ont pas la même politique éthique. Même chose, par exemple, pour la procréation post-mortem. Notre loi autorise la procréation post-mortem, donc après le décès de l'homme auteur du projet parental, à la seule condition que cette possibilité de procréation post-mortem ait été prévue dès le départ dans la Convention. La loi l'autorise, mais il n'y a quasiment aucun centre qui pratique de la post-mortem actuellement en Belgique parce que éthiquement, il y a évidemment des objections au niveau de la création d'un orphelin dont il sera très difficile d'établir la paternité parce que les règles de la filiation ne permettent pas d'appliquer la présomption de paternité, par exemple, parce que la présomption de paternité suppose un enfant qui naît dans le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution du mariage. Or, la procréation post-mortem ne peut se mettre en œuvre qu'au plus tôt 6 mois après le décès, au plus tard 2 ans après le décès. Donc, nécessairement, l'enfant va naître plus de 300 jours après le décès de l'auteur du projet parental, et les centres sont relativement réticents. Alors, il y a d'autres exemples de ce libéralisme, si je peux dire, de la loi 2007, c'est-à-dire la procréation post-mortem, mais il y a aussi, par exemple, le diagnostic génétique préimplantatoire et même le double diagnostic génétique préimplantatoire. Donc, ce qu'on appelle le bébé médicament, la sélection de l'embryon non seulement sain, mais également compatible, qui va donner lieu à une naissance de façon à ce qu'on puisse prélever des cellules souches de cet enfant pour soigner un enfant malade déjà né des auteurs du projet parental. C'est une technique qui figure dans notre loi sur la procréation médicalement assistée et qui est appliquée en Belgique, qui était d'ailleurs déjà appliquée avant même que la loi de 2007 n'entre en vigueur. Alors, cette loi de 2007 sur les procréations médicalement assistées, elle est donc destinée à encadrer la pratique des centres de fécondation. On n'a pas attendu 2007 pour faire de la PMA en Belgique. Le législateur de 2007 voulait surtout mettre certaines balises et faire en sorte qu'il y ait une plus grande transparence dans la manière dont les centres de fécondation travaillent. Donc on encadre la pratique des centres de fécondation, on encadre la manière dont les conventions doivent être rédigées, mais par contre, cette loi de 2007 n'est pas une loi qui organise la filiation de l'enfant né de la procréation médicalement assistée. Puisque la seule disposition que l'on met dans cette loi en matière de filiation, c'est l'article qui dit que la filiation de l'enfant ne pourra jamais être établie qu'à l'égard des auteurs du projet parental, selon les dispositions du Code civil. Et là, nous avons un problème, parce que le Code civil n'est pas conçu pour les procréations médicalement assistées, et qu'il y a des difficultés. Alors, il n'y a pas de difficulté dans le mariage. On a un acte de naissance du côté de la femme et on a une présomption de paternité inattaquable du côté de son époux. Mais par contre, hors mariage, il peut y avoir des difficultés. Prenez l'exemple d'un couple non marié, procréation médicalement assistée avec un don de sperme. Quand l'enfant est né, le partenaire de la mère change d'avis et il dit mais je ne souhaite plus reconnaître cet enfant, changer d'avis, je ne le connais pas. Théoriquement, la femme peut agir en recherche de paternité, mais elle risque d'avoir beaucoup de difficultés parce que la recherche de paternité dans notre droit suppose la preuve du lien biologique avec l'enfant. Or, si c'est une PMA avec un don de gamète, ce lien biologique n'existe pas. Situation contraire, cet homme veut reconnaître l'enfant. Donc il veut assumer sa participation au projet parental, mais c'est la mère qui dit « moi j'ai changé d'avis ». Et je ne donne pas mon consentement à la reconnaissance. Parce qu'en Belgique, un père ne peut reconnaître qu'avec le consentement de la mère. Il y a une procédure judiciaire pour passer outre au refus de consentement de la mère,
mais cette procédure judiciaire suppose la preuve du lien biologique. Ce lien biologique, par hypothèse, fait défaut. Alors, je dirais que c'est une critique qui tient au manque de concordance entre les deux législations, et il faut reconnaître que nos tribunaux essayent quand même de trouver des solutions, je dirais, de bon sens en bricolant avec ce qui existe. Et donc, il y a des décisions judiciaires qui ont admis des recherches de paternité, il y a des décisions judiciaires qui ont autorisé la reconnaissance alors pourtant que le lien biologique faisait défaut, tout simplement en considérant que le législateur ne pouvait pas avoir fait du projet parental le fondement de la filiation, si c'est pour après ça dire il faut le lien biologique. Parce que alors l'intérêt de l'enfant est totalement méconnu. Il ne peut pas assigner son donneur, d'abord il ne le connaît pas, mais même s'il devait le connaître, il ne peut pas l'assigner en filiation, puisque la filiation est interdite entre l'enfant et le donneur. Et il ne pourrait rien faire non plus à l'égard de l'auteur du projet parental, donc c'est un enfant qu'on priverait de filiation paternelle, ce qui ne correspond pas à ce qu'a voulu le législateur. Pour les couples hétérosexuels qui ont recours à la procréation médicalement assistée, sous réserve de cette difficulté qui peut exister en matière de projet parental hors mariage, et c'est une difficulté qui pourrait être résolue très simplement. Il suffirait d'inscrire dans la loi que le consentement à la procréation médicalement assistée vaut reconnaissance, et vaut reconnaissance inattaquable comme l'est la présomption de paternité. Ce ne serait pas, techniquement, c'est très simple, mais le législateur ne l'a pas encore fait. Donc, sous réserve de cette difficulté, pour les couples hétérosexuels, les techniques sont simples. Acte de naissance pour la mère, présomption de paternité pour son mari. Et si c'est hors mariage, reconnaissance de paternité. Par contre, les choses sont, ou plus exactement, étaient beaucoup plus compliquées pour les couples de femmes qui ont un projet parental commun et qui recourent à la procréation médicalement assistée, puisque jusqu'au 1er janvier 2015, c'est-à-dire la date de l'entrée en vigueur de notre nouvelle loi du 5 mai 2014 sur la filiation de la coparence, donc moi sur la co-maternité. Mais en attendant cette entrée en vigueur, on était dans la situation suivante: une des deux femmes accouchait, de par l'accouchement, elle était la mère légale de l'enfant, et sa partenaire, qu'elle soit mariée, qu'elle soit concubine, qu'elle soit cohabitante légale, n'avait aucun lien avec cet enfant, et si elle souhaitait créer un lien avec l'enfant, il fallait qu'elle passe par le détour de l'adoption. Et donc, on avait un projet parental au départ qui était un projet parental commun aux deux femmes, mais à la naissance, l'enfant n'avait qu'une seule filiation maternelle. Le second lien de filiation avec la partenaire qui avait tout autant participé au projet, à la mise en place du projet parental, ce lien supposait une adoption, ce qui voulait dire que l'on avait affaire à un lien d'une nature différente, à un lien d'origine d'un côté, à un lien adoptif de l'autre côté, alors que l'adoption dans notre droit et dans les conventions internationales ne sert pas à ça. L'adoption ne sert pas à donner un statut à un enfant qui est issu d'un projet parental qui est l'autre. Donc on avait deux filiations différentes, mais surtout on avait des filiations qui étaient décalées dans le temps, puisque l'adoption n'est possible qu'après la naissance de l'enfant, puisque le consentement à l'adoption ne peut être donné que 2 mois après la naissance, d'une part, et que d'autre part, il faut, même pour des adoptions intrafamiliales, notre procédure exige une préparation à l'adoption qui se fait après la naissance de l'enfant. Donc ça veut dire qu'on a débuté la procédure d'adoption au plus tôt 6 mois après la naissance. Si vous considérez qu'une procédure d'adoption, les tribunaux étant débordés, c'est minimum 1 an, 1 an et demi, il y avait toute une période de près de 2 ans pendant laquelle l'enfant n'était pas protégé, il n'y avait pas ce second lien de filiation, et la partenaire de la mère n'était pas protégée non plus, puisque elle n'avait pas de lien avec l'enfant. Donc en cas de prédécès de la mère, elle n'était rien par rapport à cet enfant. Et en cas de rupture du couple, elle risquait d'avoir certaines difficultés à obtenir le consentement de la mère pour poursuivre l'adoption. Alors, pour mettre fin à cette situation, cette loi du 5 mai 2014, qui va donc entrer en vigueur le
le 1er janvier, a pour objectif de donner à l'enfant né du projet parental de deux femmes une double filiation d'origine, tout simplement en transposant les règles ordinaires de la filiation. Ça signifie que si le couple des deux femmes est un couple marié, la deuxième femme sera la co-mère, elle sera la co-parente, par la présomption de paternité transformée en une présomption de parenté. Et si le couple est non marié, la co-maternité s'établira soit par une reconnaissance, soit par une action en recherche de coparenté basée sur l'existence de ce projet parental commun mis en œuvre par une procréation médicalement assistée. Alors c'est une loi qui était attendue parce que, je vous l'ai dit, le détour obligé par l'adoption est un détour qui n'a pas beaucoup de sens, qui n'est pas totalement respectueux ni du projet parental ni de l'intérêt de l'enfant. Cela étant, peut-être pas au bout de nos peines, parce que d'abord, cette loi de 2014 est assez confuse. Elle contient des dispositions qui sont très curieuses. Il y a certains articles où on ne voit pas très bien si ça se rapporte à la procréation médicalement assistée au sens de la loi 2007, c'est-à-dire centre de fécondation agréé, les hôpitaux universitaires, ou bien si elle peut aussi s'appliquer à ce que je crois vous appelez la procréation amicalement assistée. C'est pas très très clair. C'est d'autant plus embêtant qu'il y a une disposition qui dit que l'homme qui revendique la paternité peut contester la comaternité. Alors ça c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que s'il s'agit d'une procréation médicalement assistée, loi de 2007, cet homme ne peut pas revendiquer la paternité puisqu'il y a une interdiction de lien à l'égard des donneurs. Si c'est une procréation amicalement assistée, est-ce qu'on peut imaginer que cet homme conteste la comaternité, alors que dans le même temps, on ne permet pas à la co-mère de contester la paternité. Donc il y a une discrimination qui est créée par la loi entre les différents types de techniques de procréation assistée et d'autre part une discrimination qui est créée entre la situation de la co-mère et la situation de l'homme qui se prétendrait être le père biologique. C'est la porte ouverte à des recours à la Cour constitutionnelle sans aucun problème. Et puis surtout, il reste deux grands absents de cette loi, ce sont les couples d'hommes. Cette loi qui entre en vigueur ne concerne que les couples de femmes ayant accès à la procréation médicalement assistée. Et la loi prend soin de dire qu'un enfant ne pourra jamais avoir plus de 2 parents. Donc pour les couples d'hommes, la loi ne s'applique pas. Les hommes ne sont pas dans son champ d'application. Et le problème pour les couples d'hommes, c'est précisément que là, il faut être autrement, parce qu'il y a les 2 hommes qui ont le projet parental, mais s'ils ne font pas appel à une mère porteuse, il va y avoir quelques difficultés. Alors, je voulais vous dire un mot sur l'adoption, mais je pense que c'est moins important. L'adoption en droit belge, elle existe depuis 2006 pour les couples homosexuels, donc adoption intrafamiliale, un partenaire qui adopte l'enfant de son partenaire, ou alors adoption conjointe par 2 hommes d'un enfant extérieur au couple. Donc on a, par le biais de l'adoption depuis 2006, créé une homoparenté, un double lien de filiation monosexuée, et on vient de rajouter maintenant une nouvelle forme d'homoparenté avec cette législation sur la co-maternité pour les couples lesbiens. Pour la gestation pour autrui, là les choses sont beaucoup plus difficiles. On n'a rien dans le droit belge. On n'a ni loi qui interdit, ni loi qui autorise, mais la pratique existe. Elle existe déjà, par exemple, dans l'hôpital qui dépend de mon université, ça fait une quinzaine d'années qu'on pratique les conventions de mère porteuse. Alors, n'imaginez pas qu'il y a plein d'enfants d'une mère porteuse qui existent en Belgique. Hein. Dans l'hôpital dont je vous parle, il y a un peu moins de 20 enfants qui sont nés en 15 ans. C'est un phénomène qui est relativement rare. Mais qui est amené quand même à se développer parce que les centres de fécondation qui le pratiquaient jusqu'à présent le faisaient pour des couples hétérosexuels avec des pathologies utérines, donc des femmes qui n'ont pas d'utérus,
Et depuis un an, nous avons un hôpital universitaire dans la partie nord du pays, donc un hôpital néerlandophone, qui pratique la gestation d'autrui pour des couples homosexuels. Donc la pratique se développe et il faudra bien que le législateur se préoccupe de savoir qu'est-ce que l'on fait une fois que l'enfant est né. Une fois que l'enfant est né, on a deux cas de figure possibles. Premier cas de figure, une mère porteuse. J'imagine qu'elle a accouché en Belgique, on ne va pas compliquer les choses, imaginons qu'elle a accouché en Belgique, c'est-à-dire que son nom figure dans l'acte de naissance, elle est la mère légale par le fait de l'accouchement, et le vécu de la grossesse l'a amenée à changer d'avis. Elle ne veut plus remettre l'enfant aux parents intentionnels, elle décide qu'elle va garder l'enfant, et elle en est la mère légale. Peu importe qu'il ait eu une donneuse d'ovocytes en plus, peu importe que génétiquement l'enfant soit de la mère intentionnelle, ce ne sont pas des critères en droit belge. Le critère, c'est l'accouchement. Donc la femme qui a accouché, même si elle n'est pas la mère génétique, est la mère légale du fait de l'accouchement. Et elle dit, je ne veux pas donner cet enfant. Inutile d'imaginer d'aller devant les tribunaux pour demander l'exécution forcée de la convention. On n'a pas de disposition qui a interdit expressément la gestation d'autrui, mais on a évidemment des principes d'ordre public, d'indisponibilité de l'état des personnes, d'indisponibilité du corps humain qui rendent la convention nulle, de nullité absolue, puisqu'il y a d'abord une convention qui porte sur le corps de la mère porteuse et sur le corps de l'enfant que l'on va remettre aux parents intentionnels, mais il y a aussi une convention qui porte sur l'état des personnes, puisque l'objectif est de modifier, par le biais des règles de l'application, de modifier l'état civil de l'enfant afin de le rattacher finalement aux parents intentionnels. Donc c'est une violation de l'ordre public, aucun tribunal ne va ordonner l'exécution forcée. Deuxième situation, la convention est exécutée de son accord. Donc la mère porteuse remet l'enfant aux parents intentionnels. La question est alors de voir comment on va faire pour que cet enfant ait un lien avec les parents intentionnels. S'il s'agit d'un couple hétérosexuel, il n'y a pas beaucoup de difficultés du côté du père intentionnel, puisqu'il fait une reconnaissance de paternité. Pour la mère intentionnelle, c'est plus compliqué. Elle n'a, dans l'état actuel des choses, un seul moyen d'établir un lien, c'est l'adoption. Elle ne pourrait pas imaginer de contester l'acte de naissance en disant mais cet acte de naissance porte le nom d'une femme qui a accouché, mais cette femme n'est pas la mère génétique, c'est moi la mère génétique. Ça ne sert à rien, puisque le critère de la maternité chez nous, c'est l'accouchement. Donc aussi longtemps que nous n'aurons pas d'accouchement sous X ou d'accouchement dans la discrétion, la mère porteuse restera la mère légale et la mère intentionnelle devra passer par le biais d'une adoption. Pour les couples homosexuels qui auraient recours à une mère porteuse, c'est le même schéma. Un des deux reconnaît l'enfant et le partenaire procède à une adoption. Et les tribunaux belges prononcent des adoptions en sachant très bien qu'il s'agit d'enfants nés de mère porteuse, ce n'est pas du tout caché. Pourquoi est-ce que nos tribunaux ont cette jurisprudence-là? Et c'est tout simplement parce qu'ils ont fait le choix de dire il faut privilégier l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, il vit avec les parents intentionnels. Donc l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un lien avec les parents intentionnels. Et il faut donc recourir à quoi? À la seule chose dont on dispose dans le droit, qui est l'adoption. Et cette adoption n'est pas perçue comme étant le dernier acte d'exécution de la convention de mère porteuse, qui est une convention illicite. Pour nos tribunaux, ce sont deux institutions totalement différentes, totalement distinctes. Il y a une convention de mère porteuse, c'est peut-être pas bien, mais en attendant, l'enfant est là. Et à côté de ça, de façon distincte, on a une adoption. Et l'adoption, elle doit répondre à ses propres critères. Et ses propres critères, c'est quoi? C'est l'intérêt de l'enfant. Et donc, on prononce les adoptions. C'est donc une façon de voir les choses qui est exactement à l'opposé de la Cour de cassation de France qui dit l'adoption d'un enfant né d'une mère porteuse, c'est le dernier acte d'exécution
de la convention de mère porteuse, et par conséquent, cette adoption, elle est illicite, elle est frappée de l'illicéité qui touche l'ensemble du processus, la convention de mère porteuse et l'adoption. La France ne fait pas de différence, pas encore, parce que j'imagine que la Rennes de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a considéré que c'est la législation française qui empêchait la reconnaissance de l'identité de ces enfants nés d'une mère porteuse était une violation du droit à la vie privée et familiale des enfants, une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. On peut imaginer que la jurisprudence de la législation française va devoir évoluer. Et puis on a hier un avis qui a été donné par la Cour de cassation de France, pas en matière de gestation pour autrui, mais en matière de procréation médicalement assistée. La Cour de cassation était saisie d'une question d'interprétation de la loi, parce que les tribunaux de fond avaient des jurisprudences extrêmement divergentes sur la possibilité de faire une adoption intrafamiliale au sein d'un couple marié lorsque l'enfant était une procréation médicalement assistée, ou qu'il s'agissait de couples de femmes, dont l'une avait un enfant par procréation médicalement assistée. Elles se marient, donc l'adoption intrafamiliale en droit français est possible puisqu'il y a le mariage. Et la question était de savoir si ce n'était pas une fraude à la loi que d'accepter l'adoption, sachant que cet enfant était issu d'une procréation médicalement assistée faite à l'étranger dans un pays où c'est permis, par exemple la Belgique, alors que la France a interdit la procréation médicalement assistée pour des couples homosexuels. Donc, est-ce qu'il y a ou non fraude à la loi? Et la Cour de cassation va rendre son avis totalement non motivé, mais en disant que le recours à la procréation médicalement assistée sous forme d'une assignation artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Donc on a cette évolution vers une jurisprudence qui semble considérer que l'adoption, c'est une institution en soi, quoi qu'il se soit passé avant au niveau du mode de conception de l'enfant. Cette façon de voir les choses, c'est celle que nous avons chez nous depuis très longtemps. Et pour les mêmes raisons, je dirais, pratiques, de respect de l'intérêt de l'enfant, nous avons aussi une jurisprudence qui va reconnaître les actes de naissance des enfants qui sont nés à l'étranger d'une mère porteuse, que des couples belges qui vont donc à l'étranger. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont à l'étranger? Alors ça se pratique en Belgique, mais c'est parce qu'en Belgique, l'opération est non commerciale et il faut trouver sa mère porteuse. Il faut arriver au centre de fécondation avec sa mère porteuse. Une sœur, une amie très proche. Donc c'est pas facile. Et donc tous ceux qui ne trouvent pas de mère porteuse continuent à se rendre à l'étranger. Et puis ils reviennent en Belgique avec les enfants. Deux problèmes. Il y a eu dans un premier temps un premier problème parce que certains consulats, c'est pas tellement avec le Canada ou les États-Unis, mais certains consulats des pays de l'Est, notamment de l'Ukraine, les consulats belges, refusaient de donner les documents de voyage pour ces enfants, en disant c'est une fraude parce que la pratique est totalement commerciale. C'était d'autant plus une fraude que l'acte de naissance de ces enfants mentionnait directement le nom des parents intentionnels. Bon, alors le consulat demandait à la mère intentionnelle de prouver que vous avez été enceinte, pour vous donner un certificat prouvant que vous avez été enceinte et un certificat prouvant que vous avez été hospitalisé en Ukraine pour accoucher de l'enfant, ce qu'elle ne pouvait pas faire, et donc ces enfants ne recevaient pas les documents de voyage. Ça n'a pas duré très longtemps parce que très rapidement, les tribunaux ont rendu des décisions qui ont ordonné à l'État belge de délivrer les documents de voyage pour les enfants, en considérant que l'intérêt de l'enfant, c'était évidemment de se trouver dans le pays où vivent ses parents intentionnels. La deuxième question a été de savoir si on pouvait en Belgique reconnaître les actes de naissance étrangers. Alors on avait des actes de naissance étrangers, par exemple californien, où vous aviez le père intentionnel qui était indiqué comme le père et qui était le père génétique, et la mère intentionnelle qui était indiquée comme étant la mère alors qu'elle n'a pas accouché. Donc notre tribunal disait, on reconnaît l'acte de naissance, mais uniquement dans la branche paternelle. Donc l'acte de naissance, l'enfant a une identité en Belgique, mais il n'a qu'une filiation paternelle. Et madame, mère intentionnelle, fait une adoption. S'il s'agissait d'un couple d'hommes, même chose. On reconnaissait la branche de filiation paternelle correspondant
à la vérité biologique, mais si l'acte indiquait que le deuxième homme était le second parent, ça on ne le reconnaissait pas, et on disait à ce second homme, allez faire une procédure d'adoption. Ça va peut-être changer parce que nous avons eu il y a quelques mois une décision d'un tribunal de première instance de Liège qui a dit mais c'est hypocrite. Pourquoi imposer à ce second homme un détour par l'adoption alors qu'il y a un projet parental commun, qui a un acte de naissance étranger parfaitement régulier au regard du droit étranger où l'acte a été établi? Pourquoi rendre cette vie familiale plus complexe en imposant un détour par l'adoption? Et donc le tribunal a immédiatement reconnu les deux branches de filiation en disant après tout, ce n'est pas contraire à notre ordre public, puisque l'ordre public belge connaît l'homoparenté par le biais de l'adoption. Deux hommes peuvent adopter, donc l'homoparenté n'est pas une institution que nous pouvons juger contraire à notre ordre public, et ils ont donc reconnu directement l'acte de naissance mentionnant ces deux hommes comme étant les parents d'un enfant né d'une mère porteuse en Californie, et le procureur de loi, donc le ministère public, n'a pas été en appel de cette décision. Alors, reste que, on a évidemment une petite parenthèse aussi avant de vous parler de nom des pasteurs. On a failli, c'est dommage pour la recherche scientifique, on a failli avoir rappelé l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la gestation pour autrui en Belgique, à propos d'un couple belge qui avait eu un enfant en Ukraine. C'était un couple hétérosexuel qui a un enfant via une mère porteuse ukrainienne, un acte de naissance qui mentionne le père intentionnel et la mère intentionnelle comme étant les parents, et puis ils veulent ramener l'enfant en Belgique, et le consulat belge en Ukraine dit non, madame, vous ne produisez pas les documents établissant que vous avez une grossesse et un accouchement. Et donc cet enfant a dû rester en Ukraine. Les parents intentionnels, une fois que leur propre visa a été expiré, sont rentrés en Belgique, mais ils avaient fait une procédure en référé, donc des procédures d'urgence devant les tribunaux belges pour que l'État belge soit condamné à donner les documents de vol. Au premier degré de juridiction, le président du tribunal de première instance rejette la demande en disant dans votre dossier, rien n'établit qu'il y ait vraiment un lien entre vous et l'enfant. Madame, elle ne prouve pas qu'elle a accouché, et monsieur, vous n'avez aucune expertise génétique. Ils vont en appel, et la Cour d'appel va statuer très très vite, puisque 3 mois après la naissance de l'enfant, ils ont un arrêt où la Cour d'appel de Bruxelles va considérer, que le droit ukrainien a été respecté, deuxièmement, que depuis lors, monsieur avait fait un test génétique sur Internet qui rendait la paternité vraisemblable, et la Cour considère donc qu'il y a une apparence de fait et de droit, et que la balance des intérêts commande de prendre en considération le droit de ce père à avoir une vie familiale avec son enfant, et ordonne à l'État belge de délivrer les documents. Et finalement, 3 mois après la naissance, donc la procédure a été très vite, et 3 mois après la naissance, l'enfant arrive en Belgique. La Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie, et elle va constater que l'article 8 s'applique à la situation. Donc l'article 8, c'est la disposition qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle dit, ça s'applique, mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu violation, parce que l'État pouvait procéder à une vérification des conditions d'obtention des documents, et que tout a été fait véritablement dans un délai très rapide, en manière telle que l'État n'a pas dépassé la marge d'appréciation qui était la sienne, et donc c'est un arrêt de rejet. Cela étant, ça établit qu'il y a quand même beaucoup d'aléas judiciaires en matière de gestation pour autrui, et qu'il serait donc bon que le législateur intervienne. On finit par ne plus y croire, parce que je pense que ça fait 10 ou 15 ans qu'il y a régulièrement des propositions de loi qui sont déposées. Alors, il y a des adversaires, évidemment. Il y a des adversaires, notamment nous avons un parti CDH, qui est le Parti catholique, qui a lui aussi déposé une proposition de loi, mais qui est une proposition de loi d'interdiction totale avec sanction pénale à la clé.
Pourquoi? Parce que le procédé est contraire à la dignité de la mère porteuse, c'est une exploitation de la femme, c'est faire de l'enfant l'objet d'un contrat, c'est dénaturer les règles de la filiation, et c'est ouvrir la porte au désir d'enfant sans aucune limite, ce qui signifie qu'on bafoue le droit de l'enfant pour créer un droit à l'enfant. Ça c'est à côté de ça, les propositions les plus nombreuses sont des propositions d'autorisation, ou plus exactement, des propositions qui créent des exceptions, c'est-à-dire le procédé reste interdit, sauf si un certain nombre de conditions sont remplies qui légitiment le recours au procédé. Ça revient même, mais c'est pour donner au procédé un caractère exceptionnel. C'est une technique qui doit rester, d'après les auteurs de cette proposition, qui doit rester exceptionnelle. Donc, on n'autorise pas, on interdit, sauf quand des conditions sont remplies. Alors, quelles conditions, là, d'une proposition à l'autre, c'est éminemment variable. Les auteurs des propositions ne sont pas d'accord sur les conditions d'accès à la gestation pour autrui. Est-ce qu'il faut réserver la gestation pour autrui, donc des mères porteuses, à des pathologies utérines, donc à des couples hétérosexuels, ou est-ce qu'il faut l'étendre à des couples homosexuels en faisant une comparaison avec la procréation médicalement assistée et avec l'adoption? Première question. Qu'en est-il du droit de repentir des mères porteuses? Est-ce qu'elles peuvent changer d'avis, ou est-ce qu'il faut au contraire pouvoir prononcer une exécution forcée de la Convention si elles changent d'avis? Est-ce qu'il faut rémunérer les mères porteuses? Quelle est la limite entre la rémunération et la commercialisation? Est-ce qu'il faut permettre que par convention, on gère les comportements de la mère porteuse pendant la grossesse? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Qui décide d'un appartement s'il apparaît que l'enfant est porteur d'une malformation? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour la filiation? Est-ce qu'on continue à utiliser l'adoption? Est-ce qu'on continue à obliger les parents que la mère intentionnelle a procédé à l'adoption? Est-ce qu'on fait un acte de naissance directement au nom des parents intentionnels? Ou est-ce qu'on admet la plurimaternité? Admettre que l'enfant, qu'il y a eu deux femmes qui ont contribué à la naissance de l'enfant. Une mère porteuse qui aurait un rôle, je dirais plus symbolique, dans ce sens qu'elle n'aurait pas les obligations liées à la filiation, et puis la mère intentionnelle qui, elle, aurait toutes les obligations d'autorité parentale, etc., liées à la filiation. Ça fait beaucoup de questions, et donc, je pense pas qu'on va avoir une législation très rapidement. Cela étant, ce que je retiens de ces quelques développements, c'est que, ça c'est mon sentiment de ça, mais je crois que le droit de la filiation est probablement la matière la plus passionnante du droit de la famille, parce que le droit de la filiation est très exemplatif de l'évolution de la famille, très exemplatif à la fois du contenu du droit et de la fonction que joue le droit. On a vécu pendant très longtemps avec une structure familiale qui était une structure quasi imposée, c'était le mariage, c'était la bonne structure de conjugalité, mais c'était aussi la bonne structure de filiation. Aujourd'hui, la famille n'est plus une structure. Si vous prenez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle décrit la famille comme étant le droit individuel de chacun de mener la vie familiale de son choix. Donc ça n'est plus une structure collective, c'est un droit individuel. Et à partir du moment où la famille est une juxtaposition de droits individuels, qu'est-ce qui se passe? Les droits, ils entrent en conflit à un moment donné. Et donc, quelle est la fonction du droit par rapport à ce conflit d'intérêts opposés? C'est d'essayer de trouver un équilibre, c'est d'essayer de faire de la pondération. Et dans cet équilibrage, toujours selon la jurisprudence européenne, quel est le critère, quel est le principe fondamental? C'est le respect de l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, c'est d'être intégré dans la famille dans laquelle il est élevé, indépendamment du mode de conjugalité de ses auteurs et indépendamment de la technique qui a été mise en œuvre pour aboutir à sa conception. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Je vous poserai une petite question d'information. J'étais curieuse. Évidemment, c'est un sujet qui est très
controversée. La maternité pour autrui, entre autres, puis la question de l'établissement à la base de l'homoparenté. On voit le débat déchire la société française présentement. Mais il y a des similitudes intéressantes à faire avec le droit québécois, là, pour le bénéfice des étudiants. Mais question technique, sur le plan de du recours auprès de... pour réclamer la paternité du donneur après coup, dans le contexte où l'enfant est né d'une comaternité, par recours à la procréation assistée. Est-ce qu'il y a un délai qui est prévu dans la loi? Vous disiez, ben c'est... Oui. 1 an à partir du jour où il a connaissance de sa paternité. Donc, on a la même disposition en droit civil. Mais on imagine, encore que la loi soit pas très claire, on imagine que quand le législateur dit l'homme qui revendique la paternité peut contester la comaternité, on imagine que ce qui a été visé, c'est évidemment une procréation amicalement assistée. Vous savez que c'est une femme de lesbien qui a un peu une insémination hors centre de fécondation, sinon c'est incompréhensible. C'est ça. Chez nous, c'est clairement indiqué dans le code que c'est par relation que l'aide, l'apport de gamètes, pour reprendre les mots précis du législateur, est nécessairement résulte d'une relation sexuelle. Oui. Parfois, cette relation sexuelle, on l'a appelée amicale, mais parfois, cette relation sexuelle n'a pas lieu et on l'appelle aussi artisanale parce qu'on fonctionne avec le soleil. Et par une gymnastique intéressante, la Cour a décidé que artisanalement, ce n'était pas sexuellement. Alors, enfin, il reste encore chez nous aussi, malgré le fait que d'emblée, on reconnaisse quand même davantage l'homoparenté, l'accès comme vous faites en Belgique, mais d'une façon plus structurée. D'une façon plus structurée dans le Code civil, on reconnaît cette homoparenté, on introduit les différents modes de preuve de la filiation extrajudiciaire dans ce cadre, dans ces structures de filiation par PMA. Alors que chez vous, c'est moins. Mais c'est la même façon de faire, parce qu'on a l'affiliation qui est établie par le Code civil, les règles en ce qui concerne l'anonymat et tout ça, mais parallèlement, on a une loi québécoise sur la procréation assistée qui vient plus à ce moment-là mettre en œuvre la pratique comme telle par rapport à les types d'insémination possibles, la post-mortem, les génétiques, les diagnostics génétiques implantatoires, préimplantatoires, etc. Donc on a cette même, ça c'est intéressant, sur le plan du droit comparé, on a cette même structure, mais je comprends que la structure belge est quand même un peu plus complexe. C'est une question surtout de compromis. Hein. La loi de 2007 sur la procréation médicalement assistée a été votée, pas très facilement, parce que bon, les conditions d'ouverture sont quand même extrêmement libérales, mais elle a été votée sans beaucoup de débat, mais à condition, accord entre partis politiques, qu'on ne touche pas au droit de la filiation. Et donc c'est pour ça. C'est la même chose avec notre loi de 2003 sur le mariage. On a voté la loi de 2003 sur le mariage homosexuel, à condition qu'on n'étende pas les effets du mariage à la filiation. Donc, pas de présomption de paternité pour les couples homosexuels. 3 ans après, on votait l'adoption pour les homosexuels. Donc ça se fait après. Parce qu'au niveau de la filiation, il ne faudrait pas vraiment des réformes législatives démesurées. Il suffirait de dire que la reconnaissance en filiation naturelle, l'autorisation de reconnaissance quand la mère refuse son consentement suppose que le demandeur prouve qu'il est bien père, et que s'il s'agit d'une procréation médicalement assistée, il prouve qu'il y a bien eu une convention de PMA. Tout. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait la loi sur la comaternité, c'est ça qu'elle prévoit. Pourquoi ne pas l'avoir prévu aussi pour les couples hétérosexuels? Pour l'action en recherche de comaternité, donc ça c'est l'hypothèse où on a 2 femmes non mariées, et puis celle qui était la partenaire, celle qui n'a pas accouché, change d'avis et décide qu'elle ne reconnaît pas l'enfant. Il y a une possibilité d'action en recherche de comaternité qui aboutira si on prouve qu'elle a participé au projet en signant la convention de procréation médicalement assistée. Pourquoi ne pas avoir dit tout ça, nous avons dit la même chose en même temps pour les couples hétérosexuels, ça aurait simplifié les choses. Alors j'ai Julie, Thomas et moi.
quelle heure j'ai fait? Oui. Juste quelques remarques qui vont peut-être donner lieu à une question au fur et à mesure que je me démêle. Je comprends le caractère extrêmement compliqué des débats sur la manière d'encadrer ou non la gestation pour autrui, dans quelles conditions, etc. Qu'est-ce qui est permis, rémunération, pas rémunération. L'enjeu qui se pose, qui me trouble un peu, c'est que peu importe ce qu'on fait au niveau national, en bout de ligne, le gros de ces opérations-là va se faire à l'étranger. On ne peut pas, à moins d'avoir un truc supranational qui va contrôler partout, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un bébé arrive de l'étranger dans des conditions qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne connaît pas, et arrive en Belgique ou au Canada, et là, on doit ou non reconnaître la maternité, peu importe les règles nationales qu'on a, est-ce qu'on n'est pas placé devant un dilemme? Parce que si je comprends bien l'approche qui est prise actuellement, c'est de dire, bien, si on a un document étranger qui est valide, l'intérêt de l'enfant veut qu'on reconnaisse. Est-ce qu'on n'est pas en train de cautionner à peu près n'importe quel genre de pratique? Et ce qui me frappe là-dedans, c'est la différence hallucinante entre l'approche qui est prise en adoption internationale et les approches qu'on prend en matière de gestation pour autrui, alors qu'une des raisons pour lesquelles on a de plus en plus de gestation pour autrui, c'est que l'adoption est rendue extrêmement compliquée en raison de conventions qui limitent et qui allongent considérablement les délais d'adoption pour protéger l'intérêt de l'enfant par rapport à ses parents biologiques, ses parents aux mères biologiques qui sont prêtes à les confier à l'adoption internationale. Il y a une espèce de déséquilibre qui me trouble un peu. La différence est donc en matière d'adoption, on a les conventions internationales, on a qu'il n'y ait pas de contrôle du tout, ça n'est pas tout à fait vrai, parce que pour délivrer les documents, je vous ai cité la Cour de Bruxelles, c'est ce couple qui avait un enfant en Ukraine, pour ordonner à l'État belge de délivrer les documents de passeport. Ils ont les documents de passeport qui permettaient à l'enfant de rentrer. Ils ont quand même vérifié qu'il y ait une apparence de droit et de fait de lien entre l'homme et l'enfant. Il y avait un test génétique qui avait démontré. Mais je ne dis pas que les contrôles ne sont pas suffisants. L'idée du législateur en rendant possible la gestation pour autrui en Belgique, en l'encadrant, etc., serait peut-être de rendre moins nécessaire le recours à des procédés à l'étranger. Parce que les procédés à l'étranger, on ne les contrôlera jamais. Hein. Vous savez qu'on a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, ça m'avait tellement choqué. C'est un arrêt contre l'Autriche. Alors, l'Autriche a, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais avait une législation en matière de procréation médicalement assistée terriblement restrictive. Interdiction absolue de don d'ovocytes et don de sperme uniquement pour des assimilations in utero et pas in vitro. On avait deux couples dont l'un avait besoin d'un don d'ovocytes et l'autre avait besoin d'une fécondation in vitro, qui se voient refuser. Qui vont dans la Cour européenne en disant que c'est une discrimination, c'est une atteinte au droit à la vie familiale, puisque la Cour a déjà dit que le droit d'avoir un enfant faisait partie de la vie familiale. Arrêt de chambre qui dit oui, c'est une atteinte à la vie familiale qui n'est pas justifiée, parce que dans les états actuels, il y a une nouvelle configuration de parenté avec des dissociations entre le génétique et l'intentionnel, c'est accepté. L'Autriche fait un recours devant la grande chambre de la Cour européenne, et là la Cour dit non. L'Autriche a une marge d'appréciation et elle peut avoir une législation aussi restrictive. Mais ce qui est terriblement choquant, c'est que dans l'arrêt d'une grande chambre, la Cour dit aux requérants, mais vous n'avez pas tellement à vous plaindre, parce que finalement, ce que vous ne pouvez pas faire en Autriche, vous pouvez aller le faire à l'étranger, et puis revenir en Autriche avec vos enfants. Donc, de quoi vous plaignez-vous si vous passez une frontière? Alors, ça c'est la négation même de tout ce qu'est la bioéthique. Hein. À partir du moment où on dit nous avons des normes éthiques, on va réglementer, encadrer, ordre public, sanctions, etc. Ne vous inquiétez pas, vous passez une frontière et vous faites ailleurs ce que vous ne pouvez pas faire chez nous. C'est la négation de la fonction du droit. Ça, hein. Mais empêcher des gens d'aller faire des cours. Regardez le cas de la France. La France a une législation extrêmement restrictive avec des sanctions pénales. Il y a toujours des Français qui vont faire des conventions de n'importe où, chez nous en Israël, ou qui vont aux États-Unis, au Canada, etc. Hein. Donc on n'empêchera jamais. Alors que c'est
mécanisme extrêmement lourd pour empêcher la traite des enfants, par exemple, dans le cas d'adoption. Le détournement des règles d'ordre public, c'est... Prenez l'exemple de la reconnaissance de paternité. Reconnaissance de paternité, chez nous, ça n'existe quasiment pas, parce que l'acte de naissance suffit. Reconnaissance de paternité, le nombre de cas de reconnaissance de paternité mensongère, c'est un nombre important, puisque quand on reconnaît, on fait une déclaration à l'état civil. Je reconnais être le père de l'enfant né de Madame Intel, ou de l'enfant à naître de Madame Intel. On ne contrôle pas, on ne vous demande pas si vous êtes vraiment le père. Donc de cette façon-là, vous évitez le procédé d'adoption, évidemment. C'est très simple, il suffit d'une déclaration. De cette façon-là aussi, sur un autre plan, vous obtenez le droit d'entrer sur le territoire belge. On contourne par des reconnaissances mensongères toutes les règles en matière de flux migratoires, toutes les règles qui interdisent l'établissement des étrangers en Belgique, sauf respect d'un certain nombre de conditions, par la reconnaissance mensongère. Au début, c'était par le mariage simulé, et puis il y a eu des législations qui ont dit non, on va contrôler les mariages avant de les célébrer, et puis ça a été la cohabitation légale. On faisait une déclaration de cohabitation légale sans problème. Maintenant, on vient de dire ah non, on fait une déclaration de cohabitation légale, l'officier d'état civil va vérifier que vous ayez bien un projet de vie commune. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on contourne aujourd'hui par des reconnaissances de paternité? Le détournement de l'ordre public, je crois que... Si je peux juste me permettre, il y a le projet, la conférence de La Haye est en train de réfléchir à instaurer une convention internationale précisément sur la gestation pour autrui. Il y a des discussions, il y a des rapports qui ont été faits déjà, qui ont recommandé d'aller de l'avant dans la poursuite de cette idée. Précisément parce que c'est des enjeux qui sont totalement différents. Et on peut se demander justement si l'adoption est vraiment le véhicule approprié dans ce contexte-là. Ça va? J'ai cru comprendre que le GPA n'est pas interdit oui. en Belgique, oui. Que des conventions sont signées, j'ai parlé d'une vingtaine sur 15 ans, et en même temps, vous avez expliqué qu'elles sont nulles sur le plan des tribunaux. Pour moi, la question que je me pose, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on signe ça? Si on sait que ça va être nul, si c'est nul, le fait d'invoquer sera nul. Et ma première question, ma deuxième question, c'est est-ce que l'université et l'hôpital ne sont pas tirés les oreilles un petit peu par le gouvernement? Quels sont les rapports avec l'État par rapport à cette pratique-là et par rapport à des groupes autres, je dirais en termes de pression sociale par d'autres groupes? Alors, on ne se fait pas tirer l'oreille, pas du tout. On signe des conventions tout simplement parce que la mise en œuvre d'une gestation pour autrui implique un acte médical d'implantation d'embryon chez la porteuse. Or, l'implantation d'embryon tombe sur le coup de la loi de 2007. Donc, de toute façon, il y a une obligation de faire une convention. Et les centres de fécondation considèrent que dans le cadre de leur prise de conscience, ils ont la possibilité de procéder à des pratiques qu'ils estiment éthiques. Alors, on ne se fait pas tirer la tête, non. Il n'y a pas eu de... Ça, à partir du moment où les tribunaux prononcent des adoptions avec des décisions qui sont... Quand on dit ça, ça me surprend du tout, mais c'est quand même très révélateur. Vous avez des décisions qui prononcent des adoptions par la mère intentionnelle en disant, vu la carence du législateur à organiser la filiation, on est obligé de bricoler avec ce qui existe dans le droit de la famille. Comment voulez-vous qu'après cela, on dise au centre de fécondation, vous faites des choses que vous ne voulez pas. Alors, les groupes de pression contre, oui, ça existe, mais pas pour ce procédé-là, il y a trop peu. Je veux dire, à l'hôpital Saint-Pierre, donc ça dépend de l'unité de Bruxelles. Je ne dis pas qu'il y avait 20 conventions, il y a 20 enfants. Il y a eu plus de conventions que ça, mais elles ne vont pas toujours jusqu'au terme de leur exécution. Il y a une vingtaine d'enfants, dont 2 couples qui ont eu des jumeaux, donc ça fait peu de dossiers, finalement peu de dossiers qui sont acceptés. Et alors, en dehors de toute législation, les centres ont mis en place un suivi du dossier. Donc, il y a non seulement un contrôle médical, évidemment, si on est bien dans les cas où médicalement c'est possible, il y a une obligation de passage chez un juriste pour savoir que l'affiliation après la porteuse, c'est pas aussi évident que ça. Et il y a des passages chez psychologue ou psychiatre pour apprécier la faisabilité
du projet parental et à apprécier les relations entre la manière dont les gens vivent les relations entre la mère porteuse et les parents intentionnels. Donc ce sont des dossiers qui font l'objet d'un suivi très important. Et on n'a pas... et même quand on a annoncé dans la presse que l'hôpital de Gand allait commencer les gestations pour autrui pour les couples homosexuels, ça n'a pas soulevé un tollé. Vous savez, les réformes de ce type-là en Belgique, elles sont très très cool. Hein. Non, mais c'est vrai, on a pas. Regardez, mariage assisté, l'adoption assistée, procréation médicalement assistée. C'est plus pragmatique. Oui, et ça, il n'y a pas eu des foules qui sont descendues dans les rues pour manifester. Hein. On les nommera pas. Ça s'est passé. Ben oui. Il n'y a pas ça chez nous. Je rebondis. Il y a une coordination entre les centres familiales, parce que là, il y a une invention du droit quand même, une normativité locale. Non. Il n'y a pas de coordination. Non, et d'ailleurs, les centres. Non. Vous savez que si, il y a par exemple en matière de procréation médicalement assistée ou en matière de gestation pour autrui, il y a eu des colloques interuniversitaires auxquels ont participé évidemment des juristes au niveau des questions de droit, etc., mais auxquels ont participé également les médecins des centres de fécondation, qui sont notamment venus expliquer la manière dont eux ils pratiquaient. Mais pour le reste, ces pratiques sont définies par les centres d'éthique. Les centres d'éthique ont un rôle important chez nous dans les hôpitaux sur la politique, la manière dont les centres vont accepter de gérer les données. Alors moi j'avais une question, mais ça après, oui. Il nous reste 5 minutes par mois. Alors moi, ma question, j'imagine la réflexion que je me fais en écoutant votre présentation, c'est est-ce qu'une partie du problème, c'est pas le fait qu'on a une espèce d'obsession de penser la famille comme étant 2 parents exclusivement? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on pourrait reconnaître justement, parce qu'au-delà de tous les problèmes, alors une des choses que vous avez dites, c'est il y a une déclaration dans cette loi de 2014, on ne peut pas avoir plus que 2 parents. Alors, est-ce que tu te demandes comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'imaginer la famille comme ayant plusieurs membres? Est-ce que ça n'a pas un lien avec le fait que les parents veulent avoir une espèce de droit de propriété pratiquement sur l'enfant, contrôler le plus possible? Je comprends qu'il y a d'autres implications successorales, etc., liées à la filiation, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, Il reste au moins dans notre inconscient cette image de la famille. Alors ça a déjà beaucoup changé, mais il reste cette image de la famille qui comporte deux branches de filiation. Alors, je pense que c'est en train de changer, mais il y a une très grosse réticence des parents à accepter l'intervention d'un troisième. Ça se voit par exemple dans le fait que lorsque nous faisons des dossiers d'adoption après mère porteuse, l'adoption qui est choisie, on a en fait 2 types d'adoption, la plénière et la simple. L'adoption plénière rompt les liens avec la famille d'origine. L'adoption simple maintient les liens avec la famille d'origine et il superpose un lien avec l'adopteur. Eh bien, dans les adoptions après mère porteuse, la mère intentionnelle demeure toujours une adoption plénière, de façon à faire disparaître les liens avec la famille d'origine. Alors, ça ne fait pas disparaître la connaissance des origines parce que l'acte de naissance reste toujours le même et on mentionne l'adoption en marge de l'acte de naissance. Donc l'enfant, quand il aura son acte de naissance, il verra toujours. Mais juridiquement, on ne demande pas l'adoption simple, on demande une adoption plénière pour supprimer tout lien qui pourrait rester avec la famille d'origine. Et quand on pense en termes de plusieurs parents, on a tellement difficile à penser en termes de plusieurs filiations que l'on a utilisé un concept nouveau chez nous qui est celui de la parentalité. Et la parentalité, ce n'est pas la filiation, c'est l'exercice de la fonction parentale. C'est toute la problématique des familles recomposées où vous avez un enfant qui est élevé par son parent, parenté, la filiation, et par le nouveau partenaire du parent, qui n'a peut-être pas envie ou qui ne peut peut-être pas faire une adoption, mais qui élève l'enfant au quotidien et qui réclame d'avoir un statut protecteur de cette parentalité. Et cette parentalité, elle pourrait être multiple. Hein. Il y a
2 parents refont leur vie, chacun avec un nouveau partenaire, on est déjà à 4 personnes. Donc là, on parvient, on n'a pas encore de législation sur le statut de la parentalité, sur le stade des propositions de loi, mais on parvient là à penser en termes de pluriparentalité. Par contre, on a beaucoup plus difficile à penser en termes de pluriparenté. Alors pourtant que dans l'adoption, cela existe. Parce que si vous prenez un enfant qui a 2 parents d'origine, je veux dire deux filiations établies, qui fait l'objet d'une adoption simple par un couple, il aura 4 parents. Il aura ces 2 parents d'origine auxquels on va superposer les 2 adoptants. Donc là, par l'adoption, on admet la pluriparenté. Et comme l'adoption peut être faite par un couple homo ou par un couple hétéro, cet enfant peut avoir une mère et 3 pères, ou avoir 3 mères et un père. Hein. Et ça, c'est depuis très longtemps. Enfin, depuis 2006, c'est comme ça. Mais au niveau en fait, je crois que le problème vient de ce que les parents, enfin les personnes qui sont obligées de recourir à une procréation médicalement assistée, veulent que leur famille apparaisse comme étant une famille issue d'une procréation tout à fait naturelle, non assistée, etc. Il faut imiter le plus possible la structure familiale. D'où anonymat du donneur, interdiction de toute intervention du donneur en matière de filiation, maintien de cette règle que c'est l'accouchement qui fait la mère. Je crois qu'on a difficile à passer le pas. Donc, moi, je trouve, quand je vois les différentes propositions de loi en matière de mère porteuse, je pense que l'adoption, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que l'adoption ne sert pas à ça. L'adoption ne sert pas à créer un lien avec un enfant que l'on a programmé pour être son propre enfant. Alors, on a des propositions de loi qui disent on fera une adoption, mais elle sera simplifiée. La convention de mère porteuse sera un consentement préalable à l'adoption. Très bien, mais les conventions internationales ne permettent pas d'avoir ces consentements prénataux à une adoption. Et puis, c'est le droit de repentir de la mère porteuse. Là, on n'en parle évidemment plus. Il y a des conventions, des propositions de loi qui, dans le même texte, disent la mère porteuse a un droit de repentir, et quelques articles plus loin, on fera l'acte de naissance au nom des parents intentionnels sur production de la convention de mère porteuse. Et c'est totalement contradictoire. Et moi, je pense que la situation de gestation pour autrui est une situation dans laquelle il faudra accepter une plurimaternité, quitte à donner des droits et des obligations totalement différents de mère. Parce qu'une mère porteuse, c'est pas une donneuse d'ovocytes. Je veux dire, l'investissement dans la mère porteuse est quand même autrement plus conséquent encore que l'investissement. Je ne dis pas que une donneuse d'ovocytes ne fait rien, je dis que c'est pas comparable. Et on ne peut pas l'effacer de la vie de l'enfant alors qu'il y a eu toute leur vie intra-utérine, toute la gestation qui a été menée par cette femme. Donc, moi, je suis assez favorable à des plurimaternités en cas de gestation commune. On est en temps supplémentaire, là, mais Nelson, rapidement, puis on va conclure la question. Vous avez présenté le cadre de la normativité belge, en ce qui concerne la procréation assistée, la mère porteuse, mais vous allez laisser entendre qu'il y a un autre ordre normatif au niveau de la bioéthique, et ça c'est ce qui m'intéresse. Cet ordre normatif qui n'est pas étatique, qui n'est pas prévu dans les lois que vous avez présentées, parce qu'il y a des choses qui se passent au-delà de ce qui est prévu par les lois de l'État belge dans ce cas. Est-ce que cet ordre de la bioéthique existe de façon qu'on peut le constater? Comment est-ce que se décide? C'est qui décide d'adopter les décisions pour dire oui, on va accompagner ce projet de procréation assistée ou de mère porteuse, même si la législation étatique ne le prévoit pas? Comment est-ce que ça se passe dans cette... L'universalité en matière de bioéthique, c'est quelque chose de quasiment irréalisable. Si on veut trouver des normes universelles en matière de bioéthique, on est obligé de trouver le plus petit dénominateur commun acceptable par tous les États. Et donc finalement, quand on voit les conventions internationales en matière de bioéthique, il y a quelques grands principes généraux, mais ça n'oblige pas à grand-chose. Hein. Vous avez des conventions internationales au niveau européen, au Conseil de l'Europe, mais avec des grands principes. Hein.
tout acte médical doit reposer sur le consentement libre du patient, la dignité doit être respectée. Je ne dis pas que ça ne veut rien dire, mais c'est grave, c'est des principes de base. Vous avez des conventions internationales au niveau de l'UNESCO, il y a un comité bioéthique de l'UNESCO, et pour parvenir à mettre tous les pays membres de l'UNESCO d'accord sur les principes de bioéthique, il faut vraiment trouver le minimum. Et donc, on n'a pas de, dans la matière de la filiation, sauf, imaginez que les travaux de la Convention de l'Haye aboutissent, mais pour l'instant, on n'a pas de texte normatif qui pourrait s'appliquer au niveau international, même pas au niveau européen. Si ce n'est des affirmations de principe de dignité, mais ça veut dire quoi le principe de dignité? On pourrait parler des heures de ce qu'est le principe de dignité en matière de bioéthique. Chaque pays ou chacun a une conception totalement différente de ce qu'est la dignité. À la fois opposée. Ah oui, est-ce que c'est la dignité au sens universel du terme, d'un élément commun à toute l'espèce humaine? Est-ce que c'est votre propre dignité, votre perception personnelle? Vous voyez les débats sur l'euthanasie, les partisans et les opposants de l'euthanasie, ils invoquent tous le principe de dignité. Vivre dans la dignité ou mourir. Alors, il me reste plus qu'à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Merci au laboratoire d'avoir organisé ça. Restez avec nous la semaine prochaine. Charles Maxime Palacio va vous présenter, en fait, le titre de sa conférence, je crois, va attirer votre attention, c'est Charles Maxime Palacio va résoudre l'article 15 de la Charte de Bambou. Faut pas manquer ça.